Aujourd'hui, on va traiter de la loi normale, la loi la plus importante donc, pour le traitement des variables aléatoires continues. Et c'est la loi également la plus utilisée, parce que généralement, donc, les lois convergent en probabilité vers la loi, on l'appelle la loi normale ou bien la loi de Laplace-Gauss, lorsque le nombre des expériences augmente indéfiniment, c'est-à-dire quand la taille de l'échantillon est grande, quand on renouvelle les expériences donc n fois avec n assez grand. Et donc la densité de la loi normale dépend de deux paramètres qui sont la moyenne et la variance. Et on la note comme suit. X suit une normale de paramètres, m qui est l'espérance de x ou la moyenne et l'écart type. Et la fonction de densité de probabilité, la formule étudiée est celle-ci, qui nous donne donc une courbe sous forme de cloche. Donc pour calculer la probabilité, on utilise cette formule. Donc la fonction s'écrit de cette façon-là. Les caractéristiques de la loi normale, donc ce qu'on va faire au cours de cette séance, je vais essayer de vous donner beaucoup d'exemples pour vous faciliter la tâche quant à la compréhension de la loi normale et comme ça vous n'aurez aucune difficulté au traitement de la loi normale. L'espérance de x, c'est la moyenne et la variance de x, elle est notée de cette façon-là, sigma au carré. La fonction de densité de probabilité, l'intégrale qui va de moins l'infini à plus l'infini, donc de la fonction, elle est égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air, donc on avait dit que la forme de la courbe est comme celle-ci, sous forme d'une cloche. La courbe, elle est symétrique par rapport à la moyenne, à l'espérance de x, ou bien m est noté comme suit. Et du coup, l'intégrale de la fonction de moins l'infini à plus l'infini, elle est égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air sous la courbe, elle est égale à 1. La probabilité qu'on cherche, donc, cette loi, elle est égale à 1 quand on prend donc de moins l'infini à plus l'infini. Et on arrive à la loi normale sans très réduite. Et dans ce sens, donc il s'agit de voir x qui appartient à un intervalle de m moins t sigma et m plus t sigma avec au milieu donc la moyenne m. Donc on peut s'écarter de la moyenne puisqu'il s'agit ici d'une espérance, l'espérance de x. Et donc on peut s'écarter de la moyenne de combien? De t sigma. Ça peut prendre cette valeur ou bien celle-ci, ou là, ou même au milieu. Et donc il faut multiplier sigma par quelque chose. Par exemple, si on est là, c'est 1 demi, t sera de 1 demi l'écart type. Et ici, 1 demi l'écart type, etc. Si t est égal à 1, on s'écarte donc de sigma. Voilà. Et ce que j'essaie d'expliquer à travers cela, c'est que il faut procéder pour travailler avec la loi normale sans très réduite. Il faut transformer la moyenne en 0. Et du coup, pour transformer cette moyenne, l'espérance de x, en 0, il faut procéder par un changement de variable. Et le changement de variable t, il est égal à x moins m sur sigma. On va voir comment le faire. Ça veut dire que là, on a x qui appartient à l'intervalle m moins t sigma et m plus t sigma. On peut l'écrire de cette façon-là. Si on retranche m, donc x moins m, on le retranche de chaque côté, on aura x moins m
supérieur ou égal à moins t sigma, inférieur ou égal à plus t sigma. X moins m sur sigma, ça va nous donner les valeurs, donc moins t plus t. Et on obtient donc x moins m sur sigma, qui est égal à t, va appartenir à l'intervalle moins t plus t. La loi normale centrée réduite, c'est transformer la moyenne en 0, donc que ce soit symétrique par rapport à 0. Et des deux côtés, dans l'intervalle, on va travailler avec non pas m moins t sigma, mais avec moins t plus t. Et ça sera plus simple pour retrouver donc la valeur de x dans ce cadre. Et du coup, si on fait ce changement de variable et on obtient donc par t qui est égal à x moins m sur sigma avec t suit une normale centrée réduite 0, 1. Pour quelle raison? Parce que l'espérance de t, si on fait l'espérance de t ici, l'espérance de x est égale à m, moins m est égale à 0, ça va nous donner l'espérance de t est égale à 0. Et la variance de t, elle est égale à 1, pour quelle raison? Parce que si vous prenez ici la variance ou bien l'écart type, vous allez obtenir donc sigma sur sigma qui est égal à 1. La variance de x moins la variance de m, une constante, ça va vous donner 0, donc variance de x sur la variance, ça va vous donner 1. Concernant donc la loi de probabilité, elle est donnée par cette fonction, c'est-à-dire que si on remplace t qui est égal à x moins m sur sigma par sa valeur dans l'équation précédente, celle-ci, on va obtenir cette fonction-là, f de t est égal à 1 sur racine carrée de 2 pi exponentielle de moins t au carré sur 2. Et donc on va dire que f de t ou f de x est une densité de probabilité, et cette courbe est symétrique par rapport à la droite, x est égal à m. Très bien. Donc on a commencé par le traitement de la loi normale centrée réduite. On va voir quelques exemples. Exemple 1. On sait que la fonction ici, elle est symétrique par rapport à m. Et du coup, si on veut dire quelle est la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à m, ici, elle est de 0,5. Ce qui veut dire que la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à m, elle est égale également à 0,5. 50% qui sont supérieurs à m et 50% inférieurs à m. Voilà. Ceci, bien sûr, quand x suit une normale de paramètres m et sigma. Deuxième exemple. Vous avez une entreprise. Dans cette entreprise, les salaires sont distribués normalement. Donc, x suit une normale. Et les paramètres sont, la moyenne, il est de 8000 dirhams par mois. Et l'écart type, il est de 100 dirhams. Quelle est la probabilité pour que le salaire d'un employé soit supérieur à 8000 dirhams? On sait que 8000 dirhams, c'est la moyenne. Et donc, comme précédemment, si on a la moyenne, ici, 8000 dirhams, ça veut dire que 50% seront supérieurs, 50% inférieurs. Et donc, la probabilité pour que le salaire d'un employé soit supérieur à 8000 dirhams, il est égal à 50%. Et la même chose, on peut dire, la probabilité pour que le salaire d'un employé soit inférieur à 8000 dirhams, il est égal à 50%. Très bien. Donc, deuxième exemple, on va passer au troisième exemple qui concerne la lecture sur la table de la loi normale. C'est très important pour comprendre comment on lit sur une table de loi normale. Donc j'ai pris qu'une petite partie pour que ça soit visible donc sur l'écran. Ce qu'il faut savoir, c'est que on cherche pi. Qu'est-ce que c'est que pi? C'est une fonction de répartition. Et donc, il va nous donner le cumul des probabilités.
C'est-à-dire, si je prends un exemple comme ça, voilà. Je fais le schéma comme suit. Donc on a dit la courbe a une forme de cloche de cette façon. Et je prends ici 4. D'accord. Là, je vais prendre 3. Là, je vais prendre 2. Là, je vais prendre 1. Okay. On dit que la fonction, elle fait le cumul des probabilités. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 1, on l'écrit pi de quoi? De 1. Voilà. Qu'est-ce que c'est que pi de 1? Si je retrace, donc là, comme ça, pi de 1, c'est la zone verte. Voilà. Maintenant, je cherche la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 4. Je l'écris pi de 4. Voilà. Et je viens tracer là. Qu'est-ce que c'est que pi de 4? C'est toute la zone bleue. Et bien sûr, il inclut également pi de 1. Voilà. Et on dit que c'est une fonction qui cumule les probabilités. Donc, par exemple, si vous voulez pi de 2, je vais la marquer au pi de 3, ça sera plus clair. Pi de 3, c'est la zone rouge. Voilà. Donc, il fait le cumul des probabilités. Maintenant, concernant la lecture sur la table de la loi normale centrée réduite, ce qu'il faut savoir, je cherche par exemple P, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1,6. C'est pi de 1,6. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher 1,6 sur la table. Et donc 1,6, ça correspond à x. Ça correspond à t. Petit t. Et du coup, je vais chercher 1,6 sur les marges. Donc 1,6, ça correspond à ça. 1,6 plus quoi? Plus 0. Ça va donner 1,6. La probabilité, donc, est de 0. 94,52. Que je peux faire de cette façon-là. 1,6. Voilà. Et 0. Ça va me donner cette valeur. D'accord? Maintenant, je cherche la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 1,65. Ce qui veut dire que je suis en train de chercher, pardon, ici, j'aurais dû marquer 1,65. Je vais le marquer de suite, 1,65, et non pas 1,23. 1,65. Voilà. 1,65. 1,6 et 0,05. Là. Ça va me donner 1,65. Du coup,
coup, je cherche la probabilité qui correspond à ces valeurs. Et la probabilité qui correspond à ces valeurs, celle-ci. 0,95, 0,5. Et voilà. Ce qui correspond donc à 1,65, à la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 1,65. Généralement, on cherche les probabilités, mais on peut aussi vous donner la probabilité et vous demander de chercher la valeur de t correspondante. C'est-à-dire, si je prends par exemple cette probabilité, je vais prendre une autre couleur, bleu. Voilà. Je vais prendre cette probabilité-là. Dans un exercice, on vous demande quelle est la valeur de t qui correspond à cette probabilité 0,8315. Et du coup, il faut chercher t. Et t, c'est la valeur sur la marge, c'est-à-dire 0,95, 0,96, 0,9 plus 0,06. Ça me donne 0,96. 0,96, ce n'est pas une probabilité, c'est la valeur de t qui correspond à cette probabilité. Ok, on continue. Voilà, un autre exemple. J'arrive ici. Calculer la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 1,96. Supérieur ou égal à 1,96. Pour cette valeur, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que les probabilités qu'on me donne sur la table, c'est des probabilités cumulées. Cumulées, ce qui veut dire que je dois chercher des valeurs de x inférieur ou égal et non pas supérieur ou égal. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer supérieur ou égal en inférieur ou égal. Regardez, dans le schéma, je cherche la probabilité de la zone rouge. Okay? Et je sais que la fonction de densité, de probabilité, de moins l'infini à plus l'infini, elle est égale à 1. Donc l'air sous la courbe, toute l'air sous la courbe, elle est égale à 1. Et moi, je cherche cette zone. Donc, qu'est-ce que c'est que cette zone en termes de probabilité? C'est 1 moins x inférieur, c'est-à-dire 1 moins toute cette zone-là, qui n'est pas assurée, est égale à cette zone. Et de cette façon, je peux calculer ma probabilité. Qu'est-ce que c'est? La probabilité pour que x soit inférieur à 1,96, que je sois là, est égale à 1, toute l'air sous la courbe, moins la probabilité que x soit inférieur à 1,96, moins cette zone blanche. Et donc, il est égal à 1 moins pi de 1,96 que je cherche sur la table de la loi normale, sans très réduite. Et je procède de la même façon que ce que je vous ai montré il y a quelques secondes. Ça me donne 1 moins 0,9750 et ça me donne 0,025. Un autre exemple. Cette fois-ci, je calcule la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à moins 2,3. Moins 2,3, je ne l'aurai pas sur la table de la loi normale. Et donc, il faut que je transforme cette formule en une autre écriture qui soit lisible sur la table de la loi normale. Et donc, la probabilité de x inférieure ou égale à moins 2,3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans cette zone verte. Et je sais, en procédant par une symétrie, donc je sais que donc cette R et donc la loi de probabilité me dit que c'est symétrique par rapport à la moyenne ou par rapport à 0. Donc la zone verte ici,
inférieure ou égale à moins 2,3 est équivalente à la zone en rouge de supérieure ou égale à plus 2,3. Il y a une symétrie par rapport à 0. Et donc la probabilité pour que x soit inférieur à moins 2,3, la zone verte, est égale à la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 2,3. Et de cette façon, je vais procéder comme ce que j'ai fait dans l'exemple précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone est égale à 1 moins la probabilité pour que je sois inférieur à 2,3. Je disais, je réexplique cela, la zone verte elle est équivalente à la zone rouge. Je vais chercher donc la zone rouge, la probabilité de cette zone. Elle est égale à 1, l'air sous la courbe, toute l'air, moins toute cette zone-là. Ça va me donner la zone rouge, comme ce que j'ai fait dans cet exemple. Et je vais obtenir 1 moins pi de 2,3. Ça me donne 1 moins 0,9893 et qui est égal à 0,0107. De cette façon, j'ai pu calculer donc cette probabilité. Et je dégage une propriété. Pi de moins 1 est égal à 1 moins P de A. Pi de moins 1 est égal à 1 moins Pi de A. Un autre exemple. Si je cherche la probabilité que x appartient à l'intervalle 1,25 et 2,35, comme marqué ci-dessus. Donc je cherche à calculer la probabilité de la zone verte. Cette probabilité, comme ce qu'on a vu dans le cadre de la fonction de répartition, est égale à quoi? Est égale à pi de 2,35 moins pi de 1,25 et qui est égal à quoi? Je vais chercher, lire sur la table de la loi normale, pi de 2,35 est égal à 0,9906 moins pi de 1, pardon, ici j'aurais marqué 2,35. 2,35. Non pas 2,25. Voilà. Et pareil ici. 35. Et ici 25. Voilà. Et donc la lecture de la table de la loi normale, ça vous donne 0,0962. Et donc, ce qu'il faut, une autre propriété, c'est que la probabilité que t soit dans l'intervalle A, B est égale à pi de B moins P de A. Donc c'est une propriété. Exemple 7. Je vais calculer la probabilité que x soit dans l'intervalle moins 1, 1. La zone verte. Que x soit dans cet intervalle. C'est, j'applique cette formule, ce qui veut dire pi de 1 moins pi de moins 1. Pi de 1 moins pi de moins 1 moins p de moins 1. J'ai vu cette propriété précédemment. P de moins 1 est égal à 1 moins pi de 1. Donc je vais procéder par ce calcul. Pi de 1 moins pi de moins 1 est égal à pi de 1 moins pi de moins 1, c'est 1 moins pi de 1. Et donc 1 moins pi de 1. Ça me donne pi de 1 moins 1 plus pi de 1 qui me donne 2 pi de 1 moins 1. À la lecture sur la table de la loi normale, j'obtiens 0,6826. Et donc, une autre propriété, P de x, la probabilité que x soit dans l'intervalle moins 1, 1, est égale à 2 pi de 1 moins 1. Voilà, c'est ce que j'obtiens.
Et donc, je pourrais calculer facilement cette probabilité. Un autre exemple, et juste après cet exemple, on verra également une application. Comme ça, vous n'aurez aucune difficulté concernant le traitement de la loi normale. Je cherche à trouver t comme ce que j'ai dit précédemment. Ça veut dire qu'on peut vous donner la probabilité et vous dire de chercher la valeur de t. C'est ce qu'on va faire maintenant. Trouver t pour la probabilité que x soit inférieur ou égal à t, et on vous donne la probabilité, c'est 0,2546. Cette probabilité, on peut l'écrire de cette façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pi de t est égal à 0,2546. Cette valeur 0,2546 n'existe pas sur la table de la loi normale. Pour quelle raison? Parce que dans la table, on commence à partir de 0,5000 ou 0,500. Voilà, 0,5000. Parce qu'on met 4 chiffres après la virgule. Cette valeur n'existe pas sur la table de la loi normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t est négative. Vous n'avez pas cette probabilité sur la table. Cela implique que t est négative pour les probabilités qui sont inférieures à 0,5000. Et donc, si t est négative, alors moins t est positive. Donc, pi de t qui est égal à 0,2546 et p de moins t, p de moins 1 est égal à 1 moins p de 1. Et donc, 1 moins p de moins t, A aura la même probabilité. De cette façon, on peut dire p de moins t est égal à 1 moins 0,2546. Parce que p de t, on va la faire bouger de ce côté-là. Et donc, on fait 1 moins 0,2546. Ça nous donne 0,7464. Tout en sachant que t est négative. Donc, p de moins t est égal, je vais chercher cette valeur sur la table de la loi normale. Donc, 74, 54, 74, 54, 0,74, 54. C'est cette valeur-là qui correspond à quoi? 0,6 et 0,06. Ça veut dire que t est égal à 0,66. Ça veut dire que je peux marquer ici 0,66 qui correspond à la valeur de moins t. Okay? Ce qui veut dire que moins t est égal à 0,66. Et la valeur donc de t, elle est de moins 0,66. Et de cette façon, je peux retrouver la valeur de t, qui est négative. Pour quelle raison? Parce qu'on me donne une probabilité donc, qui n'existe pas sur la table de la loi normale, qui est inférieure à 0,5. Ce qui implique que t est négatif. Et donc, j'ai pu dégager la valeur de t. Maintenant, on passe à une application. Vous avez une entreprise spécialisée dans la fabrication de pneus pour voitures et qui compte mettre en vente un nouveau pneu. L'entreprise estime que le kilométrage moyen parcouru par ce pneu est de 60 000 km, avec un écart type de 5 000 km. Donc vous avez cette entreprise-là spécialisée dans la fabrication du pneu et qui compte tester un nouveau pneu qu'il compte mettre sur le marché. Et donc le test, les ingénieurs nous donnent ces valeurs que le kilométrage moyen parcouru, et donc on a la moyenne, l'espérance de x, qui est de 60 000, et l'écart type, il est de 5 000 km. La variable x, on vous dit qu'elle suit une loi normale et désigne le nombre de kilomètres parcourus par le pneu. Quel est le pourcentage des pneus qui peuvent effectuer plus de 64 500 km? Et calculer
Deuxième question, la probabilité que le kilométrage parcouru soit dans l'intervalle 55 000 et 64 500. Donc, on va procéder de la même façon, c'est-à-dire rechercher le pourcentage des pneus donc, qui dépasse les 64 500 autour de la moyenne. On a l'écart type. En procédant par un changement de variable, parce que au lieu de travailler sur les valeurs 64 000 et bien sûr 60 000, on va essayer de mettre, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, l'espérance de x est égale à 0 et rendre le calcul plus simple. Voici la solution. Comment on peut faire? Le pourcentage des pneus qui peuvent effectuer plus de 64 500 km revient à dire ou à calculer la probabilité pour que le kilométrage effectué par un pneu dépasse 64 500. Et on procède par un changement de variable. Et on passe par la loi normale centrée réduite. Vous voulez passer par la loi normale centrée réduite, eh bien, il faut effectuer un changement de variable. Changement de variable, c'est quoi? T qui est égal à x moins m sur l'écart type. X moins la moyenne, il est donné dans l'exercice, il est de 60 000 km, et l'écart type, il est de 5 000. Et donc, la probabilité pour que x dépasse les 64 500 est égale, on peut l'écrire de cette façon, on va retrancher ici x moins m sur sigma pour avoir t, et ici, si on retranche là, m, et on divise par l'écart type, on va le faire de chaque côté. Et donc, supérieur à 64 500 moins la moyenne, il est de 60 000 sur l'écart type qui est de 5 000. On obtient P de T, cela donc est égal à T. Et ici, on obtient 0,90. Cela veut dire quoi? P de T supérieur à cette valeur. C'est 1 moins pi de cette valeur, 0,90. 1 moins pi de 0,90. Comme ça, on aura la probabilité de cette zone supérieure à 0,90. On peut lire 0,90 comme t et non pas comme probabilité. T est égal à 0,90. On va le chercher sur la table de la loi normale. La probabilité correspondante est de 0,8195. Et donc, on obtient 0,1841. Qu'est-ce que c'est que les 0,1841? Ça veut dire 18,41%. 18,41% des pneus peuvent effectuer plus de 64 500 km. C'est le pourcentage des pneus ou la proportion des pneus qui dépassent les 64 500 km. Donc, ils sont de 18,41%. Maintenant, on passe à la deuxième question. Il s'agit de calculer la probabilité que le kilométrage parcouru, cette fois-ci, soit dans l'intervalle 64 500. Et donc, on peut l'écrire de cette façon. On procède de la même façon, c'est-à-dire par un changement de variable, et recourir donc à la loi normale centrée réduite, N0. Et du coup, cette probabilité, x, il faut le transformer en t, comme ici. Et procéder par un changement de variable. Ici, on a t qui est égal à x moins m sur sigma. Et donc, on va retrancher moins m sur sigma de chaque côté. 55 000 moins 60 000 sur 5 000. 64 500 moins 60 000 sur 5 000. C'est ce qu'on a fait ici. On obtient t. Et ici, on aura quoi? On aura moins 5000 sur 5000, ça nous donne moins 1. Et 64 500
moins 60 000 sur 5 000, ça me donne 0,90 comme tout à l'heure. Et donc on obtient, on sait, d'après la propriété vue précédemment, qu'il s'agit de pi de 0,90 moins pi de moins 1. Pi de moins 1, c'est pi de moins 1, 1 moins pi de 1. Et donc, 1 moins pi de 1, pi de 0,90 moins 1 moins pi de 1, qui est égal à pi de 0,90 moins 1 plus pi de 1. Et à la lecture, sur la table de la loi normale, j'obtiens 65,72%. Qu'est-ce que c'est que ce pourcentage? C'est la proportion des pneus qui font un kilométrage entre 65 000 et 64 500. C'est la probabilité que la variable aléatoire x soit comprise dans cet intervalle. Et voilà, je pense que on a fait le tour de toutes les questions qui concernent donc la loi normale. Comme ça, vous n'aurez aucune difficulté quant au traitement de la loi normale et de faire les exercices relatifs à cette loi qui est très importante dans le traitement donc des variables aléatoires continues. Merci de votre attention.